Alors on pourrait avoir l'impression de faire un grand écart, de passer des sciences dures, de la climatologie à la littérature, mais en fait nous allons parler exactement du même objet, et finalement d'une façon assez similaire, c'est-à-dire comment ressentir le climat et ses variations. Et il est important, je crois, de parler de littérature, ou de prendre en compte la dimension littéraire de ce ressenti, car les écrivains, lorsqu'ils écrivent sur la nature et sur le climat, prennent pour mission de sentir, de ressentir le climat, de produire un savoir sur le climat et de d'écrire le climat en lui-même. Donc, ressentir, penser et écrire. Alors j'aimerais tout d'abord donner la parole à une poète, Katil Yetnil Kiyiner, qui est poète des îles Marshall, qui a été invitée à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, donc pour faire le lien avec la conférence qui se tiendra à Paris au mois de décembre, pour lire un poème, et je vous propose d'écouter cette lecture. Dear Matafele Benham, you are a 7-month-old sunrise of gummy smiles. You are bald as an egg and bald as the Buddha. You are thighs that are thunder, shrieks that are lightning, so excited for bananas, hugs, and our morning walks along the lagoon. Dear Matafele Benham, I want to tell you about that lagoon. That lazy lounging lagoon, lounging against the sunrise. Men say that one day that lagoon will devour you. They say it will gnaw at the shoreline, chew at the roots of your breadfruit trees, gulp down rows of seawalls, and crunch through your island's shattered bones. They say you, your daughter, and your granddaughter too, will wander rootless with only a passport to call home. Dear Matafele Benham, don't cry. Mommy promises you no one will come and devour you. No greedy whale of a company sharking through political seas. No backwater bullying of businesses with broken morals. No blindfolded bureaucracies gonna push this mother ocean over the edge. No one's drowning, baby. No one's moving. No one's losing their homeland. No one's becoming a climate change refugee. Or should I say, no one else. To the Carteret Islanders of Papua New Guinea and to the Taro Islanders of Fiji, I take this moment to apologize to you. We are drawing the line here because we, baby, are going to fight. Your mommy, daddy, boo-boo, Jima, your country, and your president too, we will all fight. And even though there are those hidden behind platinum titles who like to pretend that we don't exist, who like to pretend that the Marshall Islands, Tuvalu, Kiribati, Maldives, Typhoon Haiyan in the Philippines, floods of Algeria, Colombia, Pakistan, and all the hurricanes, earthquakes, and tidal waves didn't exist, still, there are those who see us, hands reaching out, fists raising up, banners unfurling, megaphones booming, and we are canoes blocking coast ships. We are the radiance of solar villages. We are the fresh, clean soil of the farmers past. We are teenagers blooming petitions. We are families biking, recycling, reusing, engineers building, dreaming, designing, artists painting, dancing, writing, and we are spreading the word. And there are thousands out on the streets, marching hand in hand, chanting for change now. And they're marching for you, baby. They're marching for us because we deserve to do more than just survive. We deserve to thrive. Dear Matafele Benham, you are eyes heavy with drowsy weight. So just close those eyes and sleep in peace. Because we won't let you down. You'll see. La brume, au loin, un bateau de pêche, trophée sur l'eau. Et nous partons en Islande
avec Steinar. Le temps comme l'eau et l'eau froide et profonde, comme la conscience que j'ai de moi, et le temps comme une image peinte par l'eau et par moi pour moitié. Ou encore un haïku de Tranströmer, c'est sans doute la forme poétique la plus déterminée par les variations du climat. Silence couleur de cendre, le géant bleu passe devant moi, froide brise de la mer. Et dernier exemple, avec Youn Oscar. N'en dis pas trop, toi qui entends dans la tempête, tu entends dans la tempête, écoute le silence. Les poètes nous proposent donc de se taire, de se mettre à l'écoute de la nature pour ressentir le climat. Mais les écrivains produisent également un savoir sur le climat. Et la littérature peut être considérée comme un métasavoir qui se glisse dans les interstices de la science. Michel Serres l'a remarqué et nous pose la question, peut-on imaginer que la littérature soit réserve de science et non son exclusion ? Nous pourrions prendre dans le domaine nordique 2 exemples, August Strindberg et Jens Peter Jacobsen, 2 écrivains du naturalisme scandinave, qui sont écrivains mais également scientifiques, formés aux sciences et notamment, dans le cas de Strindberg, à l'écologie. Et on voit bien que les discours ici se rejoignent et sont complémentaires. Penser le climat, c'est aussi définir une nouvelle relation au territoire. Prenons un exemple que vous connaissez sans doute, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, de Selma Lagerlöf, qui est un livre, un manuel de géographie pour les écoliers, pour former les écoliers en Suède au début du XXe siècle, dans lequel la géographie et l'éducation populaire sont la base d'une écriture, mais qui nous permet, à travers son récit, de ressentir les variations climatiques du nord, du sud, vers le nord de la Suède, jusqu'en Laponie. Penser le climat, c'est aussi associer un savoir avec un ressenti. Et permettez-moi juste 2 citations d'un écrivain contemporain suédois, Kerstin Ekman. On voit ce que l'on veut voir, on ne voit que ce que l'on peut voir. La langue et le concept doivent être là pour ce qui est observé, sinon il ne peut être distingué. La nature se trouve dans le cerveau de l'homme. Donc on trouve ici, chez un écrivain, une indication que sans connaissance, sans savoir sur la nature, le ressenti n'est rien. Si plus de personnes montraient intérêt, exactitude et flair pour ce qui vit et pousse dans les forêts, ce serait déjà un grand progrès, nous dit-elle. Si plus de personnes s'agenouillaient pour découvrir la lystère cordée, si les coureurs enlevaient leurs écouteurs pour écouter les roulements de tambours du bois mort, la forêt aurait beaucoup plus d'amis et de défenseurs. Ce que l'on ne connaît pas, on ne peut en faire le deuil quand il disparaît. Sentir le climat, connaître le climat, mais finalement aussi écrire le climat, mobiliser le lectorat, mobiliser l'opinion. Alors il y a toute une série de livres qui, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, se sont engagés dans la voie de l'éco-critique, mettant en scène la justice environnementale, par référence à la Nemesis Divina de Linné, et dans lequel on va par exemple décrire des scènes d'apocalypse suite à des variations climatiques catastrophiques. Alors je n'ai malheureusement qu'un exemple en suédois, donc voilà. Klas Östergren par exemple, Orkanpartiet, qui nous décrit des pluies toxiques qui empêchent la vie sur Terre. Donc vous voyez cette mise en scène dystopique d'un monde dans lequel le climat a trop varié. Alors par contre, une référence en français, c'est un écrivain français mais qui écrit sur le Nord. Vous pouvez lire Le Détroit du Loup d'Olivier Truc. C'est un nouveau genre qu'on pourrait appeler l'éco-polar, donc un polar sous fond de querelles autour d'intérêts économiques et politiques qui mettent en danger l'écologie et l'équilibre de l'environnement en Laponie scandinave. L'écologie nordique, enfin, propose une géopoétique, c'est-à-dire nous invite à une nouvelle relation avec notre environnement et avec le monde. Et
je vais finir sur quelques citations qui montrent la polyphonie des voix sur le climat. Le philosophe Arne Næss, penseur de l'écologie profonde, qui nous indique « Tous les êtres vivants ont une valeur intrinsèque ». Norbert Schultz, un architecte norvégien, qui nous dit « Être sur Terre, c'est être sous le ciel ». Val Köppe, avec qui nous avions commencé notre réflexion, qui nous dit tout simplement « Je parle avec la Terre ». L'éleveur Samy, à qui on pose la question « Qu'est-ce qu'être écologique ?», qui nous répond, c'était à la Sorbonne il y a quelques mois, « Être écologique, c'est suivre les rênes ». Ou encore le dramaturge norvégien Jon Fosse, qui intitule une de ses pièces « Je suis le vent ». Autant de perspectives sur le climat qui nous invitent à une géopoétique, qui nous invitent à témoigner d'une pratique de la nature et du climat, qui nous invitent à découvrir un savoir sur le climat et qui enfin s'engage comme littérature de mobilisation. La littérature s'affirme, du moins dans les pays du Nord, comme une avant-garde de la politique. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question. Il y a des écrivains aussi, français, européens, qui ont parlé de nature. Est-ce qu'ils en parlent différemment? Est-ce qu'il y a une spécificité de la littérature nordique en matière de nature et de climat? Alors bien entendu, les écrivains nordiques n'ont pas le monopole du climat. Et la poésie a toujours développé une relation très intime avec la nature. Hein. C'est l'idée de lyrisme, hein, l'idée d'idéal pastoral est une idée intimement liée à la nature, à la description de la nature. Ce qui se passe, et c'est peut-être là la différence ou la scission entre les pays du Nord et en tout cas le reste de l'Europe, c'est que à partir de la fin du 19e siècle et au 20e siècle, le développement des villes, l'urbanisation, l'industrialisation va éloigner le poète de la nature. Et les poètes du modernisme, français, italiens, vont devenir des poètes urbains, des poètes de l'asphalte, alors que les écrivains nordiques ne vont jamais perdre le contact avec la nature. Une autre différence se situe peut-être dans la place qui est assignée à l'être humain dans la nature. Et la grande majorité des écrivains du sud de l'Europe ont une vision anthropocentrée, c'est-à-dire l'homme au centre de la nature, l'homme par rapport à la nature, alors qu'avec les exemples et les dernières citations que j'ai données, on se rend compte ici d'une inversion de la perspective chez un certain nombre d'écrivains nordiques et de penseurs de l'écologie nordique qui vont placer l'homme au même niveau, hein, dans la nature au même niveau que les autres éléments naturels. C'est l'idée d'Arne Næss, hein, le fondement de l'écologie profonde, donc tous les êtres vivants ont une valeur intrinsèque, et donc qui vont donner à la nature la voix poétique. Et je trouve très frappant pour un lecteur français, je crois, qu'un poète puisse écrire « Je suis le vent » ou « Je parle avec la terre ». Et finalement, le poète n'est ici qu'à l'écoute. Il ne fait que retransmettre l'idée ici du sismographe, hein, les oscillations climatiques. Il n'est ici finalement qu'un écho, hein, de phénomènes qui se passent dans la nature. D'où l'importance du silence chez les écrivains nordiques. Merci.